Gilles, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, peut-être il faut préciser pour les personnes qui auraient l'extrême amabilité de nous entendre, enfin surtout toi, parce que c'est toi qui aujourd'hui est à l'honneur. Voilà, nous sommes rencontrés en août dernier. Tu as eu la très curieuse idée de venir ici, jusque chez moi, avec Inès Duperron pour enregistrer et réaliser une émission qui a été diffusée depuis en janvier sur France Culture dans l'expérience. Et donc voilà, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et je dois dire que moi qui aime beaucoup l'espace et l'univers de la radio, j'ai été absolument ébahi, épaté, et je ne sais pas quoi, par ta discrétion et ta présence en même temps, ton sens extraordinaire de l'écoute. Voilà. Et donc, voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et bon, là, j'ai repensé à toi à la veille de cette journée mondiale de la radio, demain, dimanche 13 février. Alors, je vais en parler juste après, mais quand je t'ai... Voilà, donc pour préciser encore le contexte, donc là, nous sommes en visio, non pas conférence, mais conversation. Moi, en Amazonie picarde, et toi dans la toundra bretonne, si je ne m'abuse. Pas encore. Ah, pas encore. Alors, tu es dans quelle steppe? Plutôt dans les steppes de la forêt, près de la forêt de Montmorency, près des châtaigniers, tout ça. Ah oui, voilà. Pas mal non plus. Et... pas loin du bois, à l'orée du bois aussi. Ah oui, ben on a ça en commun. Voilà. Et d'autres choses sans doute, mais lorsque je t'ai proposé cet entretien, précisément à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, tu m'as dit du tac au tac, ah mais moi la radio c'est tous les jours. C'est clair. C'est clair. Alors, c'est une question là ou pas encore. Je t'écoute. La première question serait, si on veut partir du début, encore que ça commence toujours avant que ça ne commence, mais quand et comment es-tu tombé dans la radio? Ça a commencé pas vraiment par la radio. Ça a commencé par des sons dans une maison en pierre de taille, ancienne, au petit moellon, en calcaire, où mon grand-père donnait des cours de piano, où des notes émergeaient du rez-de-chaussée parce qu'il vivait avec nous, il n'était pas naturalisé français. Donc, je suis d'origine arménienne et mon grand-père avait traversé la Syrie, avait habité en Égypte, il avait fui les massacres à Istanbul, s'était réfugié en Égypte, et puis après, il y a eu le grand panarabisme avec Nasser qui a fait qu'il a dû requitter ensuite l'Égypte pour venir en Europe, en France, et passionné de musique et enseignant, pianiste, chef d'orchestre. Il tenait les grandes œuvres de Picardie aussi, donc il est venu habiter en Picardie, en France, et il enseignait, on partageait sa maison avec lui. C'est-à-dire que mes parents et moi-même habitions avec lui, nous avions l'étage supérieur et lui l'étage inférieur. Donc mon premier, avant de parler de radio, c'est peut-être mon rapport au son. Donc ces sons émanant, donc je suis passé par la musique. En fait, j'entendais... Je te coupe, quand tu parles du son, tu parles du piano de ton grand-père ou de sa voix lorsqu'il te racontait des histoires? Les deux, mais parce qu'en fait, tout petit, je voulais déjà comprendre qui il était, parce que mes parents étaient plutôt plutôt des ouvriers, en tout cas dans leur profil professionnel. Et il y avait deux mondes qui juxtaposaient. Celui de mon grand-père, qui était un peu dans une sorte de bulle artistique et assez incomprise de mon environnement proche, mais d'un autre côté, avec un passé, des trajectoires et surtout une esthétique et une sensibilité qui, moi, m'intriguait énormément. Donc, d'emblée, tout jeune, j'ai commencé à acheter un petit enregistreur, enfin même essayer de piquer l'enregistreur à cassette de mes parents pour lui faire raconter ces histoires du lointain. Il y avait un vieux Atlas Larousse des colonies ou ces pays qui m'étaient inconnus. Lui représentait un peu déjà ce voyageur au long cours qui avait, malgré lui, parcouru tous ces chemins. Donc, il y avait cette première approche du son via l'enregistrement, et la deuxième, ces émergences. Tu avais quel âge à cette époque?
Oh bah, ça commençait déjà à 6 ans. Ça, c'était pour les émergences de piano, d'élèves qui maltraitaient un peu les inventions de Bach, des préludes et des fugues. Et puis parfois, mon grand-père qui jouait les rhapsodies hongroises de Liszt et qui s'envolait, parce qu'en tenant les grandes orgues, donc il répétait beaucoup Bach aussi, et qui, lui, jouait aussi les toccata, préludes et fugues version piano, et aussi du Prokofiev, les suggestions diaboliques, ou Schumann, qu'il affectionnait particulièrement, ou Chopin. Et un jour, il m'a fait découvrir Debussy, et là, ça a été le choc absolu. Mais j'en ai compris les détails a posteriori. Dans l'instant, c'était plus une relation ambiguë où c'était la personne un peu incomprise. Donc, du coup, le premier rapport au son, c'était cet enregistreur et ces notes de musique qui m'ont fait, bien sûr, moi, me mettre à l'instrument assez rapidement, donc au piano. Et du coup, c'est venu de lui. Ça a été ma première émergence. Ensuite, bah, de fait, j'ai commencé à entreprendre des études musicales et de m'approcher de l'instrument en tant qu'élément provoquant du sonore. Et en fac de musicologie, j'ai rencontré un prof dont je ne me rappelle plus vraiment le nom, par Beyblé, mais Ah, m'a ah, pardon, complètement attends, pardon, bouleversé par son... pardon, Du il y a coup, une petite coupure. Voilà, ça semble revenir. oui, votre connexion à Internet est instable. J'aime bien la stabilité. Donc, pour faire court, en fait, dans tout le cursus musical qu'on peut avoir, licence de musicaux, école normale, musique de chambre, aussi à la Schola Cantorum, forcément, tout d'un coup, tout un univers du musical, de l'instrumental a été complètement bouleversé déjà par une approche différente du son enregistré via l'acoustique, l'apprentissage de l'art de l'acoustique et de l'électroacoustique, et d'autre part aussi le fait de jouer dans un groupe avec des amis en dehors de mes études musicales, de jouer, c'était la découverte du rock symphonique, Pink Floyd, Queen, Jimi Hendrix, Emerson, Lake and Palmer, Genesis et compagnie, Kim Crimson, Moody Blues. Il Et y avait donc, pire. il y avait pire, oui, oui. Alors, tout en étant sur un terrain très classique, sur un héritage très classique, tout d'un coup, un univers s'offre à moi aussi, où le sonore et le rapport au son et le fait de le triturer, d'en jouer et de le considérer autrement qu'une source sonore à enregistrer est devenu, pour faire court, une sorte de premier choc. Le deuxième choc, ensuite, a été effectivement la radio. Lorsque j'ai entendu pour la première fois Karl-Heinz Stockhausen résonner sur les ondes de France Musique, j'ai entendu les premières voix de Brian, enfin les premières musiques de Brian Eno, Tom Waits, aussi toute la musique aussi un peu minimaliste, les premiers fils glace avec Daniel Coe qui en parlait à la radio, toutes les musiques traditionnelles que je connaissais très peu, alors encore par le musical, et puis bien sûr Yann Parentoen, et je suis tombé sur ce doc Lulu, de cette femme de ménage, Lucienne, je crois, qui travaillait dans les couloirs de la radio, et que Yann a enregistré. C'était une grande personnalité de la radio. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi dans cet imaginaire de jeune homme les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare qui avaient été données sur Europe 1 et reprises ensuite sur RTL, avec aussi Interpol. C'est des histoires qui vous tenaient en haleine dans le récit. Ça m'a permis de découvrir le récit. Il y avait aussi Daniel Mermet avec Là-bas si j'y suis, qui m'a donné voilà, toutes ces vibrations radio qui étaient assez différentes, en fait, dans lesquelles j'ai pioché avec grand bonheur et avec plein d'univers qui s'ouvraient avant, bien sûr, mon entrée à la radio qui m'a ouvert, là, pour le coup, énormément d'espaces inouïs qui m'ont influencé, effectivement, pour mes écritures et personnelles en tant que musicien, compositeur et créateur audio, et aussi pour ma réalisation radiophonique. Mais dis donc, tu es un adepte du grand écart, parce que quand même, entre Stockhausen et Pierre Bellemare, c'est pas évident. C'est clair, mais alors c'est cette chance peut-être Alors, il y a un sentiment assez bizarre que j'ai toujours eu le sentiment d'être un transfuge. C'est-à-dire, je suis à la croisée de plein de chemins, d'un milieu ouvrier où j'ai toujours été en prise avec les métiers, la simplicité, le témoignage brut, des choses relativement au ras de la matière, j'allais dire, La et en culture même populaire. temps, pardon? La culture populaire. La culture populaire, ouais. Mais dans son sens, enfin,
je ne sais pas si on doit y mettre un sens noble et un sens pas noble, mais en tout cas, dans quelque chose de vrai. C'est-à-dire, il m'est arrivé, et je suis plutôt, là, tu me donnes l'occasion de m'exprimer, mais je suis plutôt un taiseux. Et parce que je suis un taiseux, parce que pour moi, mon métier, c'est l'art de l'attention, c'est l'art du silence, et c'est de transcrire l'invisible, c'est d'écouter au-delà des mots d'une situation, ce que peuvent ressentir un environnement, donc qu'il soit populaire ou éminemment élaboré, intellectuel ou référencé par l'art. Effectivement, je suis entre ces deux mondes. Mon grand-père me parlait effectivement des grands références de Debussy, de Poulenc, de Germaine Taillefer. Et puis encore, j'allais chercher une légitimité en apprenant, parce qu'il fallait passer tous ces diplômes, ces reconnaissances multiples, et avoir des prix, mes prix de composition. Donc pour ça, c'est le savoir, il fallait accumuler du savoir. Et en même temps, bizarrement, j'étais de plus en plus à l'aise dans un environnement où il fallait de plus en plus tuer le père et ses référents pour les oublier. J'ai quand même eu la chance d'approcher des personnages justement comme Karl Stockhausen, travailler avec lui, travailler avec Pierre Boulez. Un autre jour, me retrouver avec Laurie Anderson, dans son studio à New York, et puis croiser Jonathan Harvey ou d'autres personnalités comme même Brian Eno ou Luc Ferrari, forcément, ou même des Parmigiani, moi, qui m'ont énormément influencé. À un moment, il était important pour moi, en tout cas, de ne pas rester dans l'ombre du passé, enfin de quelque chose encore qui me disait que tout avait été fait et qu'il restait tellement de choses à défricher. Mais c'est comme un livre de chevet, pardon, tous ces pères spirituels ou mères spirituelles, parce que dans le documentaire comme Agnès Varda, j'ai d'autres personnalités qui m'ont influencé énormément aussi. Mais il était important en tout cas d'arriver à les garder là, près de moi, et arriver à m'en débarrasser d'une certaine manière pour exister par moi-même, et parce que j'étais vraiment pas sûr de moi aussi. C'était tout un long chemin, parce que ces poids, ces héritages sont tellement intenses qu'il était difficile de passer au travers de ça sans y laisser beaucoup, beaucoup de soi, et de perdre un peu ses objectifs et de se dire mais elle est où la vérité? C'est-à-dire la vérité de l'écoute, de quoi doit-on se débarrasser pour être, comme John Cage d'ailleurs en parle souvent, c'est-à-dire à un moment arriver dans la pratique créative de prendre un recul tel, et de plus mettre en relation le son causuel d'un son ressenti et qui pourrait être interprété de manière créative, ou en tout cas de cette transcription de l'invisible, comme je. Est-ce que, avant qu'on ne parle plus précisément de la radio, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, l'écoute est politique? Je te dis ça parce que j'étais frappé de voir que le nouveau jeune président de gauche élu au Chili, Gabriel Boric, a demandé à ses ministres de consacrer plus de temps à écouter qu'à parler. Ça, c'est une question très intéressante. L'art de l'attention est primordial, c'est-à-dire qu'en fait, si je devais citer une phrase, petit temps, il faut que je me rappelle, c'est la non-intentionnalité. C'est-à-dire que le fait d'écouter sans s'exprimer permet de donner plus de sens à l'expression. En fait, ça vient peut-être du Tao. En fait, je recherchais mes sources, mais en Chine, je ne sais plus quel philosophe chinois, mais très inspiré du Tao, et ce que John Cage forcément a repris dans ses écrits, c'est que c'est cette notion de ne pas parler, c'est l'écoute qui permet en tout cas de ne pas répondre pour argumenter d'une réponse qui serait une recherche de vérité en soi. En fait, dans une interview, la réponse n'est pas le but. C'est entendre une éventuelle réponse, mais ce n'est pas le but de répondre. C'est d'abord l'écoute, c'est de comprendre la réponse. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. C'est comprendre la réponse, et surtout comprendre la question, mais en l'intégrant dans la réponse. Et pas avoir une réponse sans cette compréhension aiguë de la question. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, mais on pourrait dire... Donc, du coup, d'un point de vue politique, c'est important. C'est-à-dire la posture de l'écoute de l'autre et de l'art de l'attention et de transcrire l'invisible de l'autre, c'est presque le rôle primordial d'un politique. Et de ne pas poser une dialectique préétablie
par rapport à la compréhension d'une situation, qu'elle soit humaine, politique ou sociale, enfin, il me semble. Oui, sauf que tu as raison sur le fond, sauf que euh, bon, il y a évidemment tout un art oratoire mais, dans la politique, mais bon nombre des politiques aujourd'hui, comment je pourrais dire ça, bon, la caricature peut-être de ça, c'est Emmanuel Macron, même lorsqu'il fait le grand débat pour soi-disant entendre les gens, en fait, il parle pour s'écouter parler lui, quoi. C'est-à-dire que les politiques s'écoutent parler. C'est tout complètement différent. C'est une chose magnifique qu'on peut retrouver grâce à YouTube aujourd'hui, par exemple, qui sont les cours totalement improvisés de Jean Kelevitch, où là, la parole est libre. Mais donc voilà, par rapport à tous ces gens qui s'écoutent parler, il me semble que la différence, peut-être, c'est que quand on écoute comme tu le fais, il n'y a pas de préjugés a priori. A priori, non. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'adorais le documentaire belge qui s'appelait Striptease, parce que ce que j'appelle la caméra subjective, alors hérité peut-être de Flaherty et de toutes ces grandes personnalités qui ont fait l'art du documentaire visuel, parce que la subjectivité de la caméra rend l'intégrité de la personne et de sa posture et de son discours dans l'espace. Et c'est ça dont je me nourris, moi. C'est-à-dire observer l'autre. Alors, déclencher la parole, c'est notre rôle. Lorsque j'ai la posture d'auteur, c'est la personne qui rencontre. Parce que je parle bien de rencontre et pas d'interview. Mais celle qui stimule la rencontre, déjà, l'art de la rencontre, c'est prendre le temps de rencontrer et de comprendre sa relation à l'espace et à la personne. Un exemple, j'ai fait tout un travail en tant qu'auteur avec des personnes aphasiques. Donc, il n'y avait pas plus difficile pour aller chercher le mot en charpie, quérir auprès de personnes dont l'expression a été amputée gravement, en fait. Et donc, c'est une rencontre d'abord par le silence, par la présence, le regard, une empathie bienveillante, mais pas sirupeuse non plus. Il s'agit d'être juste. On n'est pas dans une mise en scène de l'empathie, elle est sincère. Et du coup, pouvoir restituer et de redonner la parole d'une certaine manière par cette rencontre, là, pour moi, ça fait sens, de fait. Bon, j'ai pris un cas extrême, mais néanmoins, c'est le cas extrême dans lequel moi je suis retrouvé, parce qu'il était important de tendre le micro, autrement pour aller chercher, mais plutôt de donner la parole et de permettre à cette parole, via l'énergie que le micro suscitait, de donner une parole qui se déploie autrement, et du coup qui permet de recréer des liens, des mots en charpie, des creux. Et ça, pour moi, c'était l'aboutissement après des années de pratique radiophonique, par exemple. Et de toute façon, je pourrais dire, moi, en tant que journaliste, que même pour une interview ou un entretien, pour que l'interview ou l'entretien soit réussi, il faut qu'il y ait rencontre. La rencontre, elle peut être préalable ou elle peut se jouer pendant le temps même de l'interview ou de l'entretien, mais s'il n'y a pas de rencontre, c'est très mauvais en général. Alors, peut-être pour donc venir plus précisément maintenant sur vraiment la radio, donc je dis dans ta biographie qu'à partir de 2002, tu as quitté la mise en onde musicale qui t'avait occupé jusqu'à présent pour te consacrer principalement à la réalisation de documentaires pour France Culture. Alors là, bon, l'espace du documentaire, je pense qu'on pourrait y passer 5 heures, mais quand je lis ton parcours, les choses que tu as participé, que tu as réalisé ou créé, il y a tout de suite des noms magiques qui arrivent. Je ne sais pas s'il faut dire en premier lieu, mais par exemple, ACR, acronyme de Atelier de création radiophonique, qui a été, avec parfois des ratés, parfois mais c'était une expérience, j'en parle au passé, parce que c'est plus pareil, mais ça a été une expérience radiophonique extraordinaire. Alors, desquels ACR par-tu? Parce que moi, j'ai commencé les ACR en 2000, et oui. Avant moi, il y avait énormément de précédents. D'ailleurs, Daniel Coe, j'ai cité, et de grandes personnalités, Farabee, Clément Clay, ont largement contribué à cette identité de l'ACR, de l'atelier de création radiophonie, donc, où… chaque mot avait son sens. Atelier de création et radiophonie. Où effectivement, c'était le lieu aujourd'hui considéré comme une niche, à tort d'ailleurs, où on pouvait réinterroger la posture de l'écriture radio, c'est-à-dire celle qui n'était pas dans un format, celle qui n'était pas
référencer, celles qui pouvaient surprendre, celles qui pouvaient parler de création, et dans la pratique créative dont le son n'était pas de reproduire le réel, mais de communiquer sa forme résiduelle, de traces audibles, de traces de mémoire, d'une interprétation de ce réel, et de voir même une invitation à l'imaginaire en s'inspirant de situations ou carrément de récits, de littérature. Et donc, le champ des écritures ne rentrait plus dans les formats, même si on adorait L'Oreille en coin, même si on était complètement fou de Daniel Mermet, même si d'autres formes d'expression radiophonique avaient fait longtemps le bonheur des auditeurs, parce que moi j'étais un fan des Nuits Magnétiques, par exemple, avec ou même des missions plus longues qui permettaient en tout cas de s'immerger dans la rencontre de l'autre sous forme de documentaire. Et il était bien entendu que cet espace-là avait quelque chose d'inédit, où on pouvait y croiser la création musicale sous toutes ses formes, une forme de création aussi littéraire, mais via le média radio, voire même théâtral. Je me rappelle un ACR de Faramé, mais complètement dingue, qui s'appelait L'ai-je bien descendu, qui était une sorte de magnifique création autour du Moulin Rouge, dont le sujet apparemment léger était traité de manière tellement originale et tellement truculente qu'effectivement, on était dans un univers d'une richesse infinie. Farabé, c'était le Jean-Christophe Averti de la radio. Tout à fait, ouais, tout à fait. Bon, apparemment, il n'avait pas l'air très très drôle comme ça, parce qu'il y avait une telle concentration, mais il m'impressionnait énormément quand je passais à côté du studio ou la cabine de montage où la cuisine se concoctait pour les ACR. Il y avait toujours une appréhension. C'était le lieu, c'est comme la cabine de Yann Parentoen. Lorsqu'on rentrait dedans, on voyait presque du défilage à linge avec les morceaux de bande magnétique, parce que j'ai travaillé avec la bande magnétique, c'est-à-dire que à l'époque, on collait à la main. On collait à la main. Donc, en fait, c'était des exemples pour nous, bien sûr, de méthodologie, de comment appréhender une matrice, comment appréhender les choix de contenu, comment appréhender le montage, son rythme, parce qu'on était encore dans la durée, pas uniquement la technique du montage en soi, mais qu'est-ce qui était le rythme propre à France Culture, par exemple, la notion de temps. La temporalité. On insistait beaucoup là où l'ellipse temporelle avec le temps, nous on restait sur une sorte d'arrière-garde de la respiration, parce que la respiration était l'incarnation du vivant. Enfin, je fais peut-être un raccourci, mais néanmoins, je le ressentais comme ça. Et tout d'un coup, dans ce souffle, dans cette place du silence aussi, on y voyait une vie, c'est-à-dire la vie moi, ce que j'appelle et qui m'a inspiré dans tout mon travail de documentaire, de création sonore, c'est ce que j'appelle la narration subjective. Alors, je me suis inventé ce mot-là, mais peut-être plein d'autres personnes le reprendraient, ou des personnalités comme Daniel Day pourraient en parler autrement dans ses ouvrages. Mais cette part subjective, le hors-champ, ou même le plan, la notion de plan, ces voies de proximité au ras de la membrane, tout ce qui pouvait être la grammaire de l'espace dans la création radiophonique prenait un sens. Et ce n'était plus uniquement le lieu de la fiction radiophonique, qui longtemps a travaillé ces principes-là, mais ça pouvait être le lieu d'une expression radiophonique qui était entre le documentaire, la création, la fiction, la création sonore ou musicale, où les esthétiques se mélangeaient à un moment de foisonnement en plus. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la Montaigne, je vous ai parlé de Brian Eno, des minimalistes, à un moment, ou même des musiques traditionnelles, à un moment où dans les années 90, voire bien avant encore, même 70, il y avait un foisonnement, un éclatement des genres qui fait que dans cette radio, c'était le rôle de la radio publique de couvrir la musique contemporaine, la musique traditionnelle, et de faire émerger tellement d'identités de genre que ça devenait un foisonnement tel de créativité, d'inspiration. Enfin, c'était pour un gamin comme moi, enfin un gamin, jeune homme, mais disons que j'étais encore un gamin par rapport à toutes ces personnalités. C'était un foisonnement d'idées, d'envie, c'était que du désir. Et d'ailleurs, la radio, c'est qu'une histoire de désir. On a la chance de rencontrer tellement de personnalités, de qualité, ma posture de réalisateur, je suis un passeur en réalisateur, je suis entre un auteur qui amène une idée, qui amène une identité, un contenu, et des personnalités qu'il a envie de rencontrer,
qui vont l'accompagner dans la réalisation de son idée. Et moi, je suis l'interface entre ce beau monde, entre peut-être des preneurs de son. Alors, quand bien même je peux pratiquer la prise de son par moi-même, je travaille aussi avec des équipes et ensemble, on essaye de transcrire tout ça en son, en intention, en dispositif. Et la vraie question que je me pose, la radio, c'est comment rencontrer l'autre, encore aujourd'hui. Mm. Je ne sais Non, pas si je réponds réellement à ta question, mais en non, fait, la radio, c'est la diversité. C'est-à-dire que je fais des allers-retours permanents entre le passé et le présent, entre toutes ces personnalités et ces esthétiques. Et en fait, le travail de base, il est réinventé à chaque jour. Et une posture, par exemple, un seul exemple, Boris Charmas, c'était en 2004 sur la résistance. Grève des intermittents, on avait un projet ensemble, c'était l'après-midi d'un faune à Bordeaux, à l'Opéra. On s'est retrouvés, on devait faire un projet, on s'est regardé, on a beaucoup réfléchi à la situation. Il était impossible pour nous d'aller contre la grève des intermittents par un acte radiophonique qui rentrait dans le cahier des charges habituel. Et du coup, on a transformé notre acte radiophonique sur une réflexion sur un acte de résistance, avec un texte inspiré d'un discours de Jospin. Boris Charmas a interprété J'ai failli, on l'a mis en onde. Moi, je me suis mis en onde autour de lui, c'est-à-dire que en fait, c'est plutôt lui qui était autour de moi. J'avais accroché le micro, j'avais le micro droit, un micro stéréo, et lui tournait autour de moi en travaillant la voix, son discours, et se mettant à une tribune, scande ce J'ai failli avec la voix qui se renferme de plus en plus, oui. et avec un acte de résistance, et on était dans la chorégraphie. Et le mot était chorégraphique, le corps était chorégraphique, et le son rentrait dans cette chorégraphie. C'était absolument une expérience incroyable. Bon, ça, c'est un exemple d'adaptation aussi, de savoir écouter un contexte, là, pour le coup, politique, social, l'intention d'un auteur qui avait un positionnement important à prendre, et comment la résistance pouvait prendre effet d'un point de vue sonore. Mais non, mais tu as parfaitement répondu. Tu as même répondu, on va gagner du temps parce que tu as répondu déjà à des questions que je voulais te poser. Donc, je vais te demander dans quelle mesure on veut parler d'écriture radiophonique, mais tu as déjà parfaitement répondu. Je pense que tout le monde aura compris. Et puis, je vais te demander, mais au fond, c'est quoi la radio? Mais tu as répondu magnifiquement en disant c'est une question de désir. Voilà. Donc, peut-être du coup, question suivante. Là, tu viens de citer Boris Charmatz, et effectivement, à mon humble avis, J'ai failli et a été un de ses meilleurs spectacles performances. Voilà. Mais en dehors de Boris Charmatz, je note que je n'ai pas peut-être tout noté, mais que tu as assez peu travaillé pour le plateau, un peu pour la danse avec Mylène Benoît, pour le théâtre avec Gabriel Garand, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être le théâtre, ça te semble trop confiné? Non, parce que je n'ai pas eu trop de propositions. Alors là, tu parles en tant que créateur sonore. C'est-à-dire, là, c'est l'autre Gilles, en fait, celui qui crée pour la scène, plutôt musicien, compositeur, créateur sonore. Et parce que tout simplement, on souffre d'une certaine réalité en France, c'est qu'on souffre de la problématique de la chapelle. Donc, lorsque j'étais compositeur et musicien, j'étais dans les chapelles compositeur-musicien, c'est-à-dire ircamien, compositeur électroacoustique. Donc, on se rend compte dans des entre-soi autour de ces univers. Et donc, du coup, les lieux d'expression sont souvent en lien avec les personnes que vous rencontrez et qui finissent par vous repérer et de comprendre votre forme d'expression. Après, il y a Non, mais ma tu as qualité. raison. Tout ça est très cloisonné. Donc, quand il y a trop de cloisons, Voilà. on étouffe. Mais une de tes Donc, qualités précisément, c'est d'avoir décloisonné un certain nombre de choses. Avant, on va peut-être faire une petite parenthèse, revenir un petit peu à la radio, avant de parler plus de ton parcours, de ce que tu as fait. Pour moi, qui suis un amoureux, un grand auditeur de la radio, même s'il reste aujourd'hui, évidemment, des émissions tout à fait honorables et intéressantes sur France Culture, il y a quelque chose qui, pour moi, en tout cas, s'est perdu à partir de quelque chose de très technique, qui est ce moment, je ne sais plus quelle est la date exacte, où pour faire front à la puissance d'émissions de certaines radios privées, genre Fun Radio, Skyrock, etc., France Culture a décidé de compresser le son. Qu'est-ce que ça veut dire, techniquement, compresser le son? J'ai souvent une réponse un peu imagée, c'est de faire entrer en gros le Rhône
dans une tuyauterie de robinetterie domestique. En gros, non, mais c'est de faire entrer l'amplitude du sonore en occupant toute la bande dynamique, contrairement à la bande de fréquence. C'est-à-dire, c'est donner en termes d'énergie un son où les sons les plus faibles remontent à un niveau d'écoute suffisamment important pour pouvoir être perçus dans n'importe quelle condition. Or, la problématique de la bande FM, c'est-à-dire qu'en termes de... on avait un problème, par exemple, à France Culture, c'est qu'à côté de Radio Aligre, qui est une radio fort intéressante, mais qui avait un compresseur d'antenne qui avait besoin de rivaliser avec les radios privées type Énergie ou Skyrock ou autres, qui avaient des compresseurs d'antenne tellement puissants que notre propre compresseur réglé pour respecter l'ambitus sonore, c'est-à-dire pour une œuvre symphonique, on imagine mal remonter les pianissimos au niveau de fortissimo et du coup retirer toute la valeur de l'ambitus sonore, en fait, des nuances, des phrasés qui reposent sur ce genre Donc, de... en certains endroits, France Culture ne s'entendait plus du tout. Alors, France Musique, ils ont fait ça à peu près en douceur et de manière progressive, mais France Culture, malheureusement, pour que les voix puissent être audibles et être au ras de la membrane avec cette sensation de présence extraordinaire qui attire quand même pas mal d'auditeurs, a dû se soumettre aussi à cette importance de la... Pardon, de la compression, mais ayant pour gros défaut, c'est de remonter, lorsque le compresseur qui travaille par bande, parce qu'il est quand même relativement bien réglé à France Culture, enfin, ils essayent de bien le régler, mais néanmoins, on a une problématique, c'est-à-dire que dans le mixage, une ambiance ou un travail sonore qui serait sur un second plan, ou des sons un peu plus ténus, auraient tendance à remonter de manière diabolique derrière l'arrêt d'un propos. C'est-à-dire que de l'entremot, l'espace entre les mots est souvent souffre de remontée à un temps spécifique de ce fameux compresseur qui agit automatiquement, quand bien même le compresseur de France Culture est relativement bien réglé par des gens de talent qui essayent de minimiser cette problématique, mais pas suffisamment, en tout cas, pour faire en sorte que ce soit acceptable à l'écoute. D'ailleurs, Yann Barantoen, à l'époque, s'était complètement opposé à la diffusion de ses œuvres sur France Culture parce qu'elle ne respectait pas cet instant fondamental d'un silence habité qui est celui de la connivence de l'auteur avec son interlocuteur, ou d'un moment travaillé dans le son. Et c'est toute cette sensibilité de l'entremot, moi, ce que j'appelle l'entremot, où tout le lien, toute la subtilité, c'est du hors-champ, moi, qui me raconte tellement. Je suis presque fatigué d'avoir trop de mots compressés au ras de la membrane, quand bien même je l'adore, hein, ce mot au ras de la membrane, mais qui serait un peu l'équivalent. J'ai beaucoup travaillé pour donner un sentiment relativement proche. Et les amoureux de jazz vont peut-être me détester, mais je suis un fan de jazz et j'ai longtemps mis en onde de manière artistique les jazz clubs avec Claude Carrière. Donc j'ai écouté des tonnes et des tonnes de concerts qu'on a mis en onde lorsque je travaillais encore pour le programme musical de France Culture et France Musique avant les années 2000. Et du coup, à un moment, j'étais complètement submergé de notes. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais que c'était un art trop bavard. Et tout en étant amoureux de cet art, bien sûr, avec toutes les nuances. Et parfois, j'aimais le côté bavard tellement agréable, mais quand même avec ce sentiment, in fine, que j'avais besoin de silence presque. Effectivement, le dénuement qu'on pouvait avoir avec certains jazzman dans le free jazz ou peut donner du plaisir, mais en tout cas, le sentiment de trop de mots. Et donc, besoin d'espace entre les mots, besoin de son, besoin aussi que mon imaginaire puisse s'évader. C'est-à-dire que le mot s'arrête et qu'à un moment, on laisse la place à l'auditeur pour lui laisser son propre imaginaire. C'est-à-dire, comme dans un roman bien écrit, tout d'un coup, on pose le décor. Les mots de la description d'une maison, d'un lieu, d'un environnement sont posés, et après le récit peut se déplier tranquillement parce que le lecteur a suffisamment d'éléments pour se représenter l'espace. Un petit peu en radio, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a imposé quelques éléments qui permettent à l'auditeur de se représenter par quelques éléments sonores du réel, mais un réel reconstitué, c'est une porte à l'imaginaire. Et chaque personne avec certains sons va se représenter son espace,
ces vibrations de l'être de manière complètement subjective, et c'est ça qui me plaît. C'est de laisser à l'auditeur une part d'imaginaire, de liberté d'interprétation. Et dans une société où on est quand même assez submergé par l'image, par l'information très orientée, très contrôlée, du coup, c'est un espace de liberté, moi, qui me semble indispensable, en fait. Et la radio en ça est merveilleuse. Donc, pour revenir avec ton histoire de compresseur, effectivement, quand ça me bousille mes espaces d'imaginaire, c'est vrai que je fais des bonds de 12 mètres parce que je préfère écouter un son MP3 qui est bien moins bon, enfin, qui est de moindre qualité, pardon, par rapport aux fichiers wave non compressés, mais où on n'a pas cette problématique de compresseur. Alors, c'est une autre forme de compression, là, c'est une compression qualitative et fréquentielle avec carrément des fréquences qui disparaissent un peu. C'est bien dommage. Et dans des morceaux de funk, voilà, c'est un peu. Voilà. Et je pensais à Miles Davis tout à l'heure pour le jazz en cherchant mes mots dans cette qualité du silence par moment. Miles Davis, bien sûr, en jazz, donnait à entendre ces espaces-là aussi. Charlie Parker aussi un peu. Charlie Parker, bien sûr. Mais alors, je vais te livrer une anecdote, à contrario de ce que tu viens de dire, qui va, j'imagine, te faire bondir. Ouais, fais-moi bondir, j'adore ça. Parce que avant même cette histoire de compression du son, années 80, si je me souviens bien, début des années 80, la FM commence à se généraliser avec les radios libres, etc. À l'époque, j'étais à Montpellier et j'avais un ami qui, jusqu'à sa mort, a refusé de passer à la FM, donc d'acheter un appareil, parce qu'il disait non, moi avec la modulation de fréquence, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon appartement. Et donc, jusqu'à la fin, il est resté avec son transistor grésillant, tu vois, la vieille TSF d'antan. Ah, je vois. Donc, les grandes ondes, sur des petites ondes ou des grandes ondes? Sur les grandes ondes. Sur les grandes ondes. Ouais. Après, bon, les petites ondes, oui, il y a ceux qui, comme moi ou d'autres, écoutaient dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, des radios, on ne sait pas d'où elles venaient, mais dans les grandes ondes. Donc, il est mort aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu lui répondrais? C'est-à-dire ce passage des grandes ondes à la modulation de fréquence, où effectivement, on peut avoir, si on a vraiment un très bon équipement, on peut avoir l'impression qu'on a quelqu'un chez soi. En fait, je ne sais pas trop. En fait, je ne suis pas un nostalgique. Alors, j'ai plein devant moi. Là, j'ai un Studer A807, un Manitoba, et un vieux Akai 1710. Là, je le regarde en levant la tête. Tu ne peux pas les montrer. Oh là, il y a tout qui va se casser la figure, mais on laisse tomber. C'est le cas de le dire. Non, mais des vieux magnétos à bande. Ouais. Et j'ai bien sûr que j'adore l'analogique et j'ai encore là un vieux des synthés analogiques derrière moi. J'ai plein de. En fait, je trouve que c'est une sorte de danger, cette nostalgie du c'était mieux avant, quand bien même il y a des valeurs auxquelles je tiens et auxquelles que je n'ai pas spécialement envie d'abandonner, mais je pense que la création doit, en tout cas l'écoute du monde, et surtout l'écoute du monde contemporain, ne doit pas trop s'encombrer de ces, de ces données-là. En fait, donnez-moi même un petit zoom, un petit enregistreur et peu de choses. Ce qui est important, c'est la qualité, une fois de plus, de la rencontre, de comment on va le dire, comment on va l'enregistrer, et avec tout ça, comment on va le restituer. Oui. Alors, en tant que passionné par le son, bien sûr que j'ai eu pendant des années cette sorte de surenchère. J'ai des super micros. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je me contenterai, bien sûr, d'un enregistreur simple ou même du téléphone portable qui peut permettre des rencontres aussi. Mais c'est pas ce qui compte en fait fondamentalement. Les premiers enregistrements d'un journaliste dans une barge de débarquement en plein Vietnam où on était complètement dans le son avec des sons qui se s'entrechoquaient de partout, un son qui était d'une qualité assez médiocre quand même, mais il y avait une telle intensité de la scène qui était celle de l'information. Moi, ça me va complètement. Ça me va complètement parce que ça raconte quelque chose de l'endroit à partager, de l'endroit. J'imagine que Nicolas Bouvier, dans ses parcours, avec ses premiers moyens, c'est pareil, c'était pas terrible non plus qu'Alexandra David-Neal, dans ses premières trajectoires, elle l'a fait par l'écrit. Elle aurait eu un petit enregistreur, elle aurait été très contente de pouvoir transcrire sur la bande les premiers témoignages sonores avec leur fragilité. Donc, peu importe, c'est être à l'endroit et dans la rencontre. Et c'est ça, la radiophonique. C'est savoir transmettre. On est des passeurs
de rencontres, alors de savoir. Alors, l'information, elle est importante aussi. Hein. C'est cette ambiguïté de la radio qui a informé longtemps avec ses lettres de noblesse. Et alors, l'information d'investigation, et comme j'ai pu la faire avec Marc Ravertz en étant en Israël-Palestine sur cette grande série. Et là, effectivement, j'ai vu l'art d'un journalisme d'investigation, dont l'art de la rencontre et de travailler le fond, bien entendu, est très, très important, même si mon champ, moi, d'écriture est plus celui de la création, mais qui ne doit pas être prétentieuse non plus. Hein. Je parle du documentaire, peut-être sous plein du documentaire sonore, mais tout est création à partir du moment où on a une posture, un dispositif de rencontre relativement original, ou en tout cas qui raconte quelque chose dans le récit ou dans l'art d'aborder un sujet ou un artiste ou une posture. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, hein, parce que j'ai l'art de la digression, comme tu peux remarquer. Non, tu réponds très, très bien. Alors, bon, il nous reste en gros une vingtaine de minutes. Ouais. Donc, je vais te proposer maintenant un exercice qui consiste à répondre, parce qu'en plus, je dois te faire entendre une voix à la fin. Donc, peut-être répondre un peu brièvement du tac au tac. Puis, je vais essayer que mes questions ne soient pas trop longues non plus et trop compliquées. On parlait des arts de la scène tout à l'heure. Tu as, par contre, beaucoup travaillé avec des poètes. Hein. J'ai noté Julien Blaine, Valérie Rousseau, Camille de Toledo et beaucoup avec Frank Smith. La poésie, c'est quoi? Waouh. C'est tout. Tout est poésie. Je me rappelle d'un enregistrement de Kay Morkley qui enregistrait des feuilles en train de rouler dans un caniveau. Pour moi, ça, c'est de la poésie, par exemple. C'est un son. C'est de savoir se poser sur l'indicible. La poésie, avec Frank Smith, on avait fait un ACA qui s'appelait Parler ne veut rien dire. On était parti avec un projet de documentaire et sur les stations BP qui avaient pollué dans le golfe du Mexique. Et en fait, on s'est rendu compte que les pauvres pêcheurs dont on voulait faire les interviews étaient complètement assujettis à BP. On leur donnait tellement d'argent et tellement plus d'argent pour gagner leur vie que le sujet était arrivé qui n'avait pas trop de sens. Donc, on s'est interrogé sur le sens de tout cela et en rencontrant une personne qui parlait de l'entre-deux, l'entre-vie, sur le c'était mieux avant ou ce qui n'existait plus. Et la posture était, pour moi, c'est une forme de poésie aussi. C'est un regard sur le vif, sur les gens, sur une forme d'expression. Pour moi, tout peut être poésie à partir du moment où on s'autorise à cet acte de poète. La poésie, souvent, t'es poète. On m'a souvent dit parce que j'étais un peu rêveur et complètement paumé, et puis parfois à l'école, pas toujours bon élève, parce qu'en fait, je regardais par la fenêtre et mon esprit s'évadait. Peut-être parce que ce qu'il y avait dans le cours m'échappait un peu en me disant mais à quoi ça peut me servir. Après, je me suis rendu compte que j'étais bien bête de peut-être pas m'intéresser à ça, mais peu importe. Mais en tout cas, tout était un peu substance à rêver. Alors, tu as aussi, oui. Mais par le détail. Et c'est ça la poésie, c'est l'indicible. Là où tout le monde va marcher sur un bout de papier qui va se retourner dans la rue, où on va passer à côté je sais pas, c'est le temps arrêté sur une idée, sur une sensation. Donc, j'aime bien travailler avec ces gens-là parce que moi, j'aime bien travailler sur l'indicible, l'invisible, et les poètes s'inspirent de tout ça et proposent une forme d'expression originale qui leur est propre, pas uniquement la structure poésie au sens de l'écriture même. D'ailleurs, tu as réalisé, alors je ne sais pas s'il faut dire un documentaire ou une narration subjective, comme tu as dit, en tout cas un objet qui a reçu le Grand Prix Longueur d'onde à Brest en 2016, qui s'intitule « Je n'avais pas la parole et entre-temps ». Mais, alors je ne te demande pas de répondre à ça, mais tu as aussi réalisé un docu-fiction. J'étais auteur là. Ce dont tu parles, c'était un projet où j'étais auteur-réalisateur. Auteur-réalisateur, voilà. C'est le fameux dont je parlais avec l'aphasie. Ouais. Et tu as aussi réalisé un docu-fiction, alors j'imagine que c'est ton sens inné du grand écart, qui s'intitule « Chipo, merguez, disco ». Oui, avec Charles-Henri Despeigne, qui en était l'auteur. Ah oui, alors ça, c'est une super histoire. En fait, on partait, donc c'était pour un création en air qui était l'espace de création encore de France Culture, qui se passe en 3 jours de collectage, 40 heures de montage et une journée de mixage. Donc, on partait sur un projet, mais complètement délirant, sur un prêtre
exorciste et maire de son village. Prêtre, exorciste, maire, ou prêtre, maire, exorciste, ou maire, prêtre, exorciste. Et on s'était dit avec Charles-Henri, bon, en très peu de temps, il fallait rencontrer ce monsieur et travailler sur ce sujet, qui était quand même très intriguant. Charles-Henri Despènes vient de Radio Campus, c'est une personnalité assez fantasque et assez poète aussi, qui n'hésite pas à faire un pas de côté. Et on s'était dit, mais waouh, génial le projet, mais comment on va l'aborder? Et en fait, on est parti avec la complicité d'un technicien, mais qui ne savait pas qu'il était dans le jeu d'une fiction au début. En fait, on s'est dit pendant tout le trajet, après avoir débarqué du train, pris une voiture location, et pour aller dans une région reculée, était le principe de mettre déjà en abîme notre posture d'enquête documentaire. Et en fait, au début, on partait sur un faux documentaire, un faux reportage sur quelqu'un qui produisait de la musique avec des aliments, qui mettait des capteurs dans des saucisses, Franck MeToo. Et donc, on est parti sur un fake, en fait, complètement. Et l'idée, c'est d'aller faire un reportage. Et très vite, notre GPS devait commencer à se perdre parce que peut-être la région... Il a été perturbé par le diable. Il a été perdu par le diable. Mais tout à fait. Et en fait, bon, je vais faire court. En gros, on a scénarisé notre posture dans la voiture jusqu'à ce fameux personnage. Le technicien n'était pas complètement dans la boucle. Il savait pas. Déjà, on avait écrit un peu nos répliques et puis l'idée, on avait un peu travaillé notre dispositif. Et lorsqu'on est arrivé sur les lieux, des gens nous disent oui, on était complètement paumés. Ce fameux GPS était complètement perdu, perturbé, possédé. Et une fois arrivé devant notre prêtre exorciste, il nous a dit mais c'est normal. Ici, tout est possédé. Votre GPS est possédé. Vite, je vais vous exorciser. Et en fait, ce qui était très drôle dans tout ce processus, c'est qu'en fait, on était dans une unité temps, unité lieu complètement éclatée. Moi, j'étais après dans la salle d'exorcisme. Un enregistreur, les gens étaient prévenus, mais un enregistreur était dans la salle d'attente. Charles-Henri les attendait à la sortie et enregistrait. Et notre ami preneur de son était à l'extérieur parce que bon, lui avait très peur aussi peut-être d'être possédé, mais en tout cas enregistrer l'extérieur certains éléments multicanal. Et donc pour une économie de moyens, non seulement on avait éclaté le dispositif d'enregistrement, ça c'était la recherche du dispositif, et en même temps la rencontre était multidimensionnelle et on a pu rétablir la cible. Mais ce qui est complètement fou dans cette histoire, ça part sur un ton un peu badin et au bout d'un moment, on rigole beaucoup moins parce qu'il y a une femme, effectivement, il y a des témoignages, il y a des gens qui ont des vraies expériences et notre prêtre, dans sa pratique, nous ramène au réel. Et là, on vrille réellement dans le documentaire et on rigole beaucoup moins. Mais on est parti vraiment sur quelque chose de complètement badin en ne se prenant pas vraiment au sérieux. Et d'ailleurs, le teaser qui avait été proposé, on avait fait tout un travail vidéo qui n'allait pas dans ce sens-là. Donc, et ça, c'était drôle parce que c'est ma première tentative de fictionnaliser un documentaire quand même. Enfin, quand je dis sérieux, tous mes documentaires sont sérieux, mais disons avec une part où la fiction servait le propos documentaire parce qu'il y a un retournement de situation, parce qu'il y a une mise en abîme de la situation et que ça interrogeait des postures qu'on pouvait avoir par ailleurs dans des documentaires ou des formes fiction. Le docu-fiction est une forme qui s'utilise beaucoup, mais là, c'était vraiment carrément des deux. Ce n'est pas une réadaptation de l'écriture de collectage fictionnel, mais plutôt d'une adaptation. On partait d'une posture d'écriture rétablie et pour se laisser surprendre par le réel, bien sûr. Alors, pardon, tu respectes pas du tout la consigne, mais c'est passionnant. Je te dis d'être concis et tu racontes une histoire, mais il faudrait 10 heures Pardon, alors, ouais, non. Short answer, on y va. Voilà, toi qui es... Maintenant, je sais que tu sais réduire et compresser, mais dans le bon sens du terme, condenser ou distiller 15 heures d'enregistrement en 1 heure d'émission. Alors, là, maintenant, pour qu'on puisse entendre cette voix à la fin, quelques questions comme ça vraiment très rapides. D'abord, là, on revient à la radio et à France Culture. On est dans une époque pourrie parce que j'appellerais des managériaux. Donc, je regarde tout ce que tu as fait, etc. C'est étonnant. Mais si j'étais managériaux à France Culture, je dirais, mais ce Gilles Marly-Sorian, en 2009, 1, 2, 3, 4, 5, il a fait 5 émissions. Mais ce n'est pas rentable.
Mais tu parles en tant que créateur ou en tant que, enfin, en tant J'ai qu'auteur 2009 pour Bombay Mix, Atelier de la création internationale de Frédéric Pouchard, Atelier de création de Dominique Merci, Don Orphée d'Arnold Pasquier, Atelier de la création Un bruit blanc de Philippe Vassé et Xavier Gourtex, et Atelier de la création La chute de Fukuyama de Camille de Toledo. Et c'est tout ce qui a marqué en 2009. C'est pas rentable, c'est pas productif. Un atelier, par essence, ne l'est pas, puisqu'on est censé travailler autour. Cependant, la Bombay Mix que tu vois en 2009, c'est une grande traversée qui prend 3 mois de boulot. C'était 30 heures documentaires avec Michel Pomarède, qui s'est allé pour une diffusion en juillet, du 27 juillet au 31 juillet 2009 sur une semaine, 17 heures documentaires. Donc ça, c'est un énorme travail qui, a priori, peut commencer à aller en mars 2009 et terminer en juillet ou en fin juin. Donc, pour le coup, donc en gros, il faut estimer que j'ai, sur les 12 mois, les autres créations se sont écoulées sur 9 mois. Oui. Après, effectivement, Pasquier, Philippe Vassé, de Fukuyama avec Camille de Toledo, oui, ça se prend dans le temps. Tu as les œuvres majeures aussi, c'est-à-dire qu'au travers de ça, rien ne m'empêche de travailler sur un LSD ou sur d'autres formes documentaires, peut-être plus. Tu prends du LSD? Je prends du LSD, ouais. Je prends du LSD et il y a des LSD extraordinaires. C'est des formes comme j'aurais pu travailler. J'ai jamais travaillé, alors bizarrement, sur Les Pieds sur Terre, qui est une forme aussi documentaire qui touche par sa réalisation, par ses rencontres et les sujets, alors qui sont plutôt à caractère sociologique, enfin, et donc du coup, et qui ne sont pas des genres mineurs. Enfin, pour moi, tout peut avoir une puissance extraordinaire par la qualité des personnes rencontrées, et surtout des auteurs qui les portent et des réalisateurs qui travaillent l'écriture. Donc du coup, oui, non. Enfin, on avait un peu plus de temps pour la création. C'est tout ce que je peux te dire. C'est-à-dire qu'entre les 70 heures de montage, ou peut-être on pouvait aussi travailler en plusieurs temps de collectage. C'est-à-dire, moi, ce que j'apprécie particulièrement, surtout sur un travail de fond, c'est que je pouvais rencontrer un créateur en janvier. On échangeait, il m'envoyait, on enregistrait des éléments, on pouvait se reparler 2 mois après. Il y avait vraiment un retour sur écoute et sur échange, et je lui laissais le temps d'une réécriture à partir de premiers éléments prémontés, par exemple. Donc ça, le travail dans la durée, c'est quand même un luxe lié à la création assez indispensable, surtout en art plastique ou même sur une écriture qui se veut documentaire de fond. Moi, je n'imagine pas avoir fait mon projet sur l'aphasie, où ça m'a pris 5 ans de captation, de réduire cette période de captation en 2 semaines de captation. C'est impossible. Je pense que c'est la même chose pour le journalisme d'investigation qui s'est beaucoup réduit dans Tout la à fait, presse. On parlait tout à l'heure de l'écoute. Mmh. L'écoute, c'est du temps, et le temps, c'est aussi politique. Bien sûr. Comme il nous reste peu de temps, justement, donc là, vraiment, du tac au tac, je vais te demander quelque chose de très difficile par rapport à ton expérience, ta mémoire radiophonique. J'ai 3 items. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Par rapport à ton expérience radiophonique. Un lieu. Ça y est, il prend le temps de réfléchir. Les espaces. Les espaces. Donc c'est pluriel. Parfait. Une rencontre. Waouh, c'est super dur. Hein. Et quand tu fais du montage, tu dois sélectionner. Oui, mais j'ai le temps. J'ai le temps de la réflexion. Une rencontre. Waouh. Waouh. Je peux t'aider? Laurence Wiener, par exemple. Ouais. Ou aide-moi, vas-y. Aide-moi. Je sais que tu allais dire au choix le Dalai Lama ou David Bowie. Alors, David Bowie, malheureusement, je ne l'ai pas rencontré. C'était a posteriori. Le Dalai Lama non plus. C'est ça qui est génial. J'étais à Dharamsala, mais mais je ne l'ai pas rencontré personnellement. Et parfois, les rencontres qui n'ont pas eu lieu sont les plus belles. Ah oui. Alors, je dirais une que j'ai adorée, c'est Elvis Presley. Et les Believers. Je ne l'ai pas rencontré, mais tous ces fans. Et donc, c'était un truc de dingue, ça. Ouais. Et Haïti aussi. Haïti. Donc, parfois, par la radio, sans les rencontrer vraiment, on rencontre des gens par la voix. C'est ça, oui. Ou par la recherche, à la recherche d'eux, sur les traces d'eux. Voilà. Et donc, ma dernière question, avant de te faire entendre cette voix,
une voix qui t'aurait marqué, transformé, bouleversé? Moi j'aimais bien Paula Jacques quand même. On a ça, là, je sais qu'on a ça. Et puis celle des témoins. Ouais. Là aussi, j'ai tout faux. Une voix, c'est une personnalité, c'est Varga. Voilà. Agnès? Agnès, ouais. Pourquoi? Ce que j'aime, c'est sa posture de fragilité apparente et dans sa qualité de rencontre à l'autre. Et ça s'entend dans la voix. Et ça s'entend dans la voix, ouais. Alors, j'ai tout faux, je pensais que tu allais me dire Armand Robin. Non. Non, mais ça aurait pu, mais là, immédiatement, je suis plus proche des gens comme Ro. Enfin, c'est plutôt des documentaristes, en fait. C'est dans l'image. Bon, après, c'est mes rencontres musicales. Mais, Agnès Varda était une grande glaneuse. Et toi-même, tu es un glaneur. Alors maintenant, dernier exercice, je vais te proposer, tu n'es pas obligé d'accepter, de fermer les yeux pour écouter cette voix. Et après, tu as libre champ pendant le temps qui reste. Monsieur, votre statut à la radio est très particulier, puisque vous êtes un preneur de son, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui vous est tellement attaché à faire des recherches sur le son précédemment, que finalement... Monsieur, votre statut à la radio est très particulier, puisque vous êtes un preneur de son, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui vous est tellement attaché à faire des recherches sur le son précédemment, que finalement, vous êtes devenu un producteur, et un producteur d'émissions si réussi que vous avez eu un prix italien. Ceci vous a donné un statut spécial qui vous permet à la fois d'exercer votre métier et de faire de la recherche. Je pense que le prix Italien, c'était questionnaire pour l'Esconil. L'Esconil étant un port de pêche en Bretagne. Il s'agissait d'étudier, savoir comment les gens du village fonctionnaient avec l'oreille. Mais cette émission n'est pas, elle a eu le prix Italien, mais elle n'est pas, abordée différemment. Je veux dire, quand on travaille en radio, on ne fait pas un effort particulier sur telle ou telle émission. Je crois que ça part d'une démarche générale. Et pour moi, si vous voulez, la radio, l'approche de la radio est née avec le montage. Je suis arrivé à la radio en 58 et c'était le tout début du montage. Et donc, mon approche, partant du montage, je me suis mis progressivement à fabriquer avec des sons, sans me reposer sur un autre support, c'est-à-dire sans me servir d'un autre support. Souvent, on prend un texte, une musique, on fait référence à quelque chose qui existe déjà. Alors que moi, quand j'ai une émission à faire, je pars d'une envie, c'est pas forcément un thème. Si j'ai envie tout d'un coup de faire un travail sur le monde sonore d'une course cycliste, je me rends sur une course cycliste. Si j'ai envie de faire un travail sur le son de la chasse dans les Ardennes, la chasse au sanglier, je vais sur le terrain. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de script. Donc c'est dans ça que je dis que ça correspond plus à une envie qu'à une idée. Donc je me rends sur le terrain, que ce soit l'Esconil, un port de pêche, le terrain de chasse des Ardennes ou une course cycliste, ou même je peux me rendre aussi chez un poète, où j'ai fait un travail sur Georges Perros à Douarnenez. Bon, tous les thèmes, je les aborde de cette façon. Je provoque un événement et je ramasse des sons. Un peu comme moi j'aime bien comparer la radio, l'expression radio à peinture et sculpture. Pour moi, la radio, c'est très proche, je pense, du fonctionnement d'un peintre ou d'un sculpteur. C'est-à-dire que les sons, pour moi, sont des couleurs. Donc, je manipule les sons comme autant de couleurs, à la limite, au-delà du sens. Bien sûr qu'il y a du sens qui apparaît dans le travail, mais je n'en tiens pas tellement compte. C'est pas abstrait, ça reste, malgré tout, il y a une histoire qui existe quand même, mais je fais complètement confiance au son, aux éléments. L'expression radio à peinture et sculpture. Pour moi, la radio, c'est très proche, je pense, du fonctionnement d'un peintre ou d'un sculpteur. C'est-à-dire que les sons, pour moi, sont des couleurs. Donc, je manipule les sons comme autant de couleurs, à la limite, au-delà du sens. Bien sûr qu'il y a du sens qui apparaît dans le travail, mais je n'en tiens pas tellement compte. C'est pas abstrait, ça reste, malgré tout, il y a une histoire qui existe quand même, mais je fais complètement confiance au son, aux éléments. Mais est-ce que vous avez constamment le souci que ce soit intelligible? Ah oui, bien sûr.
intelligible, bien sûr, oui, ça reste tout à fait lisible. Bon, Yann Gilles, Parentoen. tu as bien Yann évidemment Parentoen. reconnu cette voix. Ouais, le tailleur de son, c'est bien. Écoute, il a tout dit pratiquement. Ouais, Et, Yann Parentoen, 1987. ouais, Alors, 87, il était encore jeune. Ouais, c'était avant Lulu, c'était avant le phare des Roches d'Ouvre. Et par contre, un Américain à Paris-Roubaix, il l'avait déjà tourné, mais il a dit l'essentiel, effectivement. et lui qui donnait à entendre, quelle voix quand même. Ouais, ouais. Il a une Et belle alors, énergie, là. Ça fait du bien de l'entendre parce ouais, que moi, malheureusement, je ne l'ai pas connu assez. J'étais trop jeune, mais je l'ai vu arpenter les couloirs de la radio au moment où la bande disparaissait avec des caddies remplis de bandes, au moment où le numérique annonçait la mort de l'analogique auquel il était tant attaché avec le Nagra quand même. Il a fait une émission en Nagra. Il faut dire que faut comprendre que c'était quoi le Nagra? le Nagra était un enregistreur à bande de Nagra Kubelski, qui était l'inventeur de cette machine fantastique qui permettait d'enregistrer sur des bandes de 15 minutes, ou voire même peut-être d'une demi-heure, qui obligeait d'ailleurs une certaine méthodologie et qui pesait un âne mort. J'ai eu le mien aussi, que j'ai réussi à avoir par miracle, avec des préamplis tellement magnifiques qui encaissaient des volumes sonores, des des chutes d'arbres, on pouvait travailler le son d'une manière très délicate et qui, en plus, parfois, lorsqu'ils prenaient l'unité et qu'on travaillait dans des endroits les plus inattendus, ou sous un parapluie, parce qu'ils travaillaient souvent sous des parapluies pour enregistrer le son dans n'importe quelle condition, notre Nagra tenait le coup. Donc, c'était un instrument magnifique. Donc, Yann a parlé merveilleusement de l'histoire du montage, effectivement, que je n'ai pas insisté, mais tout a été tellement dit par lui, et effectivement, peut-être le rappeler au travers de ces mots était la chose indispensable, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait dire, pour conclure, sans te faire rougir, parce que ça ne se verra pas, la vidéo n'est pas très bonne, qu'en tant qu'inventeur de son et de radio, tu es, comme disait Yann Parentoen, finalement un peintre de l'intelligible? C'est joli. Écoute, moi j'accepte que tu me proposes cette définition, mais oui, un peu de ça. Enfin, humblement, moi je pense qu'on est aussi des passeurs. Et ça, c'est important, des passeurs d'identité, d'émotions, et que de donner, offrir. Moi, mon angoisse principale, c'est de transmettre à l'auditeur que je ne connais pas. Alors, cet anonymat aussi, ça, c'est quelque chose de fou. Encore hier, je suis allé à Aubervilliers, à la Cassette, qui est un jeune lieu en train d'émerger, où des jeunes auditeurs et jeunes auteurs venaient écouter un atelier, mais c'était fou de voir cette capacité du son et ce plaisir à rencontrer l'autre, celui qui est derrière le haut-parleur, quel qu'il soit, que ce soit sur Internet aujourd'hui ou derrière un poste radio, et de pouvoir rencontrer. Nous, l'auditeur est anonyme, et c'est fou en même temps cette capacité à se dire qu'on a de chance incroyable de pouvoir offrir l'imaginaire à un auditeur qui passe par notre posture de se mettre dans le réel. Et Yann a raison, c'est-à-dire il faut s'immerger. Je n'imagine pas un sujet, c'est comme tous ces critiques de musique que je voyais faire des articles et que je voyais quasi pas au concert. Donc ça me posait toujours de grandes questions de me dire, mais comment les gens peuvent faire des articles sur des choses qu'ils n'ont pas ressenties physiquement par leur présence. La radio, c'est pareil, il faut la vivre, il faut vivre. Je traite un sujet, là par exemple, j'ai travaillé sur un ACR, j'aime bien pratiquer dans la mesure du possible l'acte ou même j'ai fait un LSD sur un abattoir, on s'est retrouvé immergé dans cet environnement, quand bien même il est compliqué, mais pour avoir un regard et accepté par les acteurs de ces espaces qui nous acceptent dans leurs espaces. C'est-à-dire qu'à un moment, porter le geste de l'autre, comprendre son geste ou sa pensée, c'est aussi partager ce qu'il est profondément. Voilà, enfin, une fois de plus, c'est une digression, mais c'est un peu tout ça, l'acte radiophonique. Et le montage. Et cette écriture est possible. Alors souvent, c'est un auteur aussi qui décide avec moi, mais qui est la pensée. C'est me glisser. Une chose essentielle que j'ai oublié de préciser dans mon travail de réalisateur, c'est respecter un auteur, c'est pas de faire du Gilles Mardy-Rossian qui va coller une identité sur l'autre, mais c'est de comprendre un jeune auteur qui il est, pour essayer de respecter ce qu'il est, même avec ses creux, pour magnifier son intention, essayer de porter son identité. Après, Gilles Mardy-Rossian, il peut se retrouver sur sa propre création ou sa propre écriture, parce que je suis auteur et où je réalise, où je peux être réalisé par quelqu'un d'autre d'ailleurs.
Mais c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire, à un moment, c'est savoir s'effacer derrière la parole de l'autre ou l'intention de l'autre, mais pas pour s'oublier, mais pour être plus encore à l'écoute et comprendre ce qu'on peut transmettre au plus près d'une réalité. Ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Mais c'est ça aussi l'enjeu de l'acte radiophonique, là où, à mon endroit de réalisateur aussi pour France Culture. Gilles, il nous reste 3 minutes, donc toute dernière question. Ouais. Merci d'abord de ta formidable disponibilité pour un site nouveau et alternatif qui s'appelle Les Humanités. Qu'est-ce que le son et la radio ont à voir avec les humanités? Tout ce que j'ai dit pendant, c'est la rencontre de l'autre et une écoute de l'autre, mais au sens entier, c'est-à-dire sans jugement, sans prérequis, sans anticiper un regard, même d'un point de vue critique, c'est-à-dire même rencontrer le diable d'une certaine manière serait de comprendre ce que peut être le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, enfin, tu vois ce que, enfin, vous voyez, je m'exprime au plus large. À un moment, c'est arriver à ressentir la situation au-delà de son intellectualisation. Et quand bien même l'intellectualisation est là, forcément, il y a un processus de pensée, d'écriture, de choix, et même, je pense énormément le dispositif en amont pour des raisons économiques aussi, et de tournage, parce qu'il faut c'est rencontrer au mieux les personnes. Donc, du coup, ça me demande de me tordre un peu l'esprit pour les rencontrer. Mais ça reste la rencontre et des humanités. Oui, c'est le tout monde, mais le tout monde à tous ses niveaux, sur ses cultures, voilà, c'est le tout monde. Alors, toute dernière question, parce que il nous reste encore 1 minute 30, voire 2. Donc, demain, et déjà aujourd'hui, puisque cet entretien sera diffusé dimanche 13 avril, journée mondiale de la radio. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, demain? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette journée mondiale de la radio? Je suis en train de préparer mon matériel parce que demain, je pars en production pour produire avec Tony Ayer un ACR sur le systéma, qui est un art martial russe, dont la thématique sous-jacente est comment accompagner la violence en ces temps un peu de contestation où aussi la police répond avec des moyens parfois qui posent question, et comment accompagner la violence de l'autre, mais de manière bienveillante. Et cet art martial pratiqué par les Russes, nous, on rencontre quelques protagonistes du côté de Douarnenez. Alors, ce n'est pas en hommage à Yann Barantoen, c'est un hasard, mais parce que Tony s'est penché sur ce travail-là. Et on va le travailler ensemble parce que là, mon acte de réalisation, on a déjà enregistré de la matière préalablement avec un preneur de son, mais on y retourne pour monter cette matière, la réaliser de manière pertinente. Donc, ça veut dire créer le sonore pendant le montage, donc presque en tournée-montée, aller enregistrer des sons qui pour nous sont en résonance avec la thématique et qui racontent quelque chose de tout cela, et se retrouver sur les tatamis avec les corps et aller chercher des choses aussi indicibles et qui racontent peut-être un point de vue qu'on aura, parce que l'écriture, ça va être du work in progress qui va s'établir pendant 2 semaines en immersion, parce qu'on a besoin de se retrouver, et que le lieu de la cabine de montage, pour le coup, ne fonctionnait pas avec nos intentions premières. Mais on a déjà travaillé en cabine de montage ou chez moi pour d'autres projets communs comme ça. Mais là, c'était important le rapport au lieu et à un endroit complètement hors tout. Écoute, quand tu as dit acte de réalisation, j'ai cru que tu allais dire acte de résistance. Donc voilà, Gilles, pour cet entretien, et pour clore, un seul mot, merci. Merci Jean-Marc, et merci aux auditeurs surtout, parce que sans eux, tout ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bon, je verrai comment clore l'enregistrement. Voilà. C'est pas, je t'envoie un petit mail à suivre. D'accord. Mais franchement, merci. Ça a été bon, ouais. trop bavard, hein. Tu sais, tu prenais un risque avec moi. Bien que je sois un taiseux habituellement, là, pour le coup, quand tu me... J'adore les risques. Pour moi, le risque est synonyme d'instabilité.
Un déséquilibre et créateur. Ouais. Tu Et sais bien, demain, pas demain, lundi, pour ma part, je fais un entretien alors que j'essaie de filmer en hommage à André Wilms. Ah, génial. Et donc là, j'ai sollicité. Enfin, franchement, j'ai honte, quoi. Je veux dire, tout ce que la presse, je vais t'envoyer ce qu'on a publié déjà sur les humanités, mais ce que la presse française a publié en hommage à Wilms, c'est honteux, quoi. Ils font dans la nécrologie bête et bas de gamme. Après, plus rien. Mais est-ce que tu as essayé de joindre Ingrid van Tosch-Rifkowski en Belgique? Ah non. Ingrid van Oui, Tosch, elle le connaît très, très, très bien. Tu as ses coordonnées? Est-ce que je les ai encore? Il faudrait que je regarde, mais on peut essayer de les trouver parce que c'est une personne qui a été très étroitement proche d'André. D'accord. Ah bah oui. Donc du coup, parce que aujourd'hui, la traductrice et sous-titreuse des films de Kaurismäki. D'accord. Et je la rencontre lundi et je vais faire un entretien vidéo avec elle parce que c'est passionnant. Et bon, je vais t'envoyer ce que j'ai déjà publié, mais enfin voilà, j'ai fait avec mes outils, tu vois, un iPad, etc. Mes copines, le son, même s'il n'est pas génial, etc. Voilà, il faudrait avoir plus de moyens, mais le document en tant que tel, même si le son, il ne sera pas pourri, mais il ne sera pas tu vois, radiophonique. Non, mais vois, parce que son travail de mise en scène a été largement accompagné. Ils ont été très, très proches. Ça a été pour elle une magnifique rencontre. Ouais. Ça, je suis quasi sûr que je te dis, voilà, que tu pourrais avoir de belles paroles. Je t'envoie les liens de ce que j'ai déjà publié. D'accord. Si tu retrouves son contact, ouais, je vais voir. Je vais le chercher. C'était Cécile Génie, mais Cécile, malheureusement, n'est plus trop en état de. Ouais. Ouais, je vais voir. C'est une bonne idée, sinon je vais le retrouver par un ami, t'inquiète pas. Oui, la scène belge, en tout cas, elle est assez. Oui. Si tu as des contacts là-bas dans le domaine de la danse, à mon avis, j'ai noté à Kaurismäki, donc pas sa traductrice, tu vois, parce que Kaurismäki, comme toi, est un grand taiseux, donc tu vois, bon. Donc je sais bien, je savais à l'avance qu'il ne va pas faire une déclaration sur la mort d'André, qui était un de ses plus proches amis. J'ai dit, mais non, pas une déclaration, un poème. Bon, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais tellement voulu parler de tous ces gens, de lire, enfin, tous les gens que j'ai croisés, les Boulez et compagnie, mais bon. Mais on peut refaire. Mais bon, écoute, c'est très bien comme ça, et je trouve qu'on est au plus proche de la radio, parce qu'en fait, on est plus dans le musical, et je trouve que, non, tu as bien mené le truc. Et... Avec le temps, tu vois, on peut, voilà, hors journée mondiale de la radio. On a réussi à brosser large, en fait. Oui, et puis avec le temps, hors journée mondiale de la radio, tu vois, on peut faire d'autres séquences comme ça. Je pense que c'est vrai que moi aussi, j'étais frustré de dire, tiens, j'aimerais. Mais tu te rappelles, j'ai travaillé, on a partagé de longs moments avec Jean-Marc, qui nous a dévoilé toutes ses archives. Et quand tu parles de la frustration du montage. Mais je ne le connais pas, je connais pas. voilà, terrible. Hein. Bon, merci Jean-Marc. Je t'embrasse, bon préparatif de voyage, et je t'envoie ce petit mail dans la foulée. Ouais, pense à tout ce que je t'ai dit, je t'enverrai des sons aussi, puis tes archives, bien sûr. Mais avec Inès, on va peut-être s'organiser quelque chose. À très vite. Hein. Je te remercie. Ciao, ciao.